Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Pendant toute la semaine précédant le départ de la Transat Café L'Or, Pause Report pose ses valises au Havre et passe en format quotidien, avec 5 épisodes de mardi à samedi consacrés à la Transat en double qui s'élance dimanche 26 octobre à partir de 14h. Ces 5 épisodes sont présentés par The Sea Cleaners, organisation non gouvernementale suisse fondée en 2019, dont la mission est de protéger les océans autour de 4 axes: le déploiement d'expéditions de collecte de déchets dans les zones côtières et en amont des océans, la recherche scientifique, la sensibilisation et l'éducation du grand public, tout en menant un plaidoyer international pour renforcer la lutte contre la pollution plastique. Dans cette optique, The Sea Cleaners est partenaire du Class 40 Ocean Connect The Sea Cleaners, qui sera barré sur cette Transat Café L'Or par le duo franco-belge Jean-Baptiste Ternon-Gaëtan Thomas. Pour toutes les informations sur les missions de l'association, rendez-vous sur theseacleaners.org. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 24 octobre, il est 11h10 et je vous souhaite la bienvenue pour le 4e épisode de Pause Café, l'édition hors série de Pause Report, consacrée à la Transat Café L'Or et présentée par The Sea Cleaners. Nous sommes ce matin au bord du bassin de l'Eure, avec vue sur les 4 ultimes qui prendront le départ de la Transat Café L'Or dimanche, et plus précisément dans la loge actuelle au cœur du pavillon ultime. Pour nous accompagner, 3 des 8 marins qui s'élanceront dimanche à 14h précise pour un parcours de 6200 milles entre Le Havre et Fort-de-France via un waypoint situé en plein milieu de l'Atlantique Sud au niveau de l'île de l'Ascension. Le premier a 52 ans et les quadruples vainqueurs de la Transat en double, record qu'il codétient avec Jean-Pierre Dick. Il s'est imposé 3 fois en Norma en 2001, 2003 et 2007, une fois en ultime il y a 4 ans avec Charles Caudrelier. Il fait équipe cette année avec le Benjamin du plateau, à savoir Tom Laperche à bord de SVR Lazartigue. Il s'agit bien évidemment de Franck Camas. Salut Franck. Bonjour. Le second a 40 ans, il compte 3 participations à la Transat Café L'Or. Il est à la barre depuis l'été dernier d'un nouvel ultime, actuel ultime 4, qui n'est autre que l'ancien Maxi Edmond Rothschild. Il s'agit d'Anthony Marchand. Salut Anto. Bonjour. Le troisième a 38 ans, il est co-skipper de Thomas Coville à bord de Sodebo Ultime 3. Il va disputer sa toute première Transat Café L'Or. Il s'agit de Benjamin Schwartz. Salut Benjamin. Bonjour. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation dans un calendrier qui est très timé, un peu plus de 48 heures du départ, qui sera donc donné dimanche à 14h pour les 4 ultimes. Franck, on va commencer par toi. Je rappelais à l'instant ton palmarès sur cette Transat Café L'Or, 4 victoires. Si tu devais en retenir qu'une, ça serait laquelle et pourquoi ? La première, c'est toujours la plus magique. C'était une première grande victoire avec Groupama. C'était à Groupama avec Steve Ravussin. Et il y avait une dernière nuit assez sympa, bord à bord avec Alain Gauthier et Hélène MacArthur. On se croisait la nuit avec les feux juste avant l'arrivée au Brésil. Et puis finalement, on est sorti vainqueur de cette nuit-là. Donc ça a été une super édition en plus parce qu'il y avait quasiment 13-15 bateaux au départ. Beaucoup, et il fallait virer l'île de l'Ascension aussi cette fois-là. Donc super complet. Après, il y a eu plein de belles victoires. La dernière avec Charles et Gitana, forcément, c'est la plus récente et relativement facile parce qu'on a gagné avec 400 000 d'avance. Donc, on était dans un mode un peu différent sur la fin. Les 3-4 derniers jours, on essayait de gérer cette avance plutôt que de faire une course à proprement parler. Anthony, toi, c'est donc ta 4e Transat Café L'Or. Tu changes de bateau cette année, tu passes d'actuel ultime 3 à actuel ultime 4, qui est donc l'ancien Maxi Edmond Rothschild à bord duquel Franck a gagné en 2021 avec Charles Caudrelier. Raconte-nous ce que ça change de passer de 2 bateaux qui sont quand même assez différents, c'est pas les mêmes générations. Non, c'est pas la même génération. C'est sûr que c'est un bateau qui est très performant, qui a un sacré palmarès. Pour nous, c'était un bon challenge cette année entre la réception du bateau encore aux anciennes couleurs, le changer de garde-robe, essayer de commencer à l'apprendre, à le connaître, à comprendre pourquoi les choses ont été faites, conçues. On a mis à l'eau fin juillet et depuis, on n'a vraiment pas arrêté
de naviguer, à essayer de continuer à le découvrir et monter crescendo dans nos courbes de progression. Donc, c'est une année qui était dense, chargée, mais qui était vraiment en tout cas excitante à tout point de vue, quoi. Et c'est vraiment un autre monde par rapport à ton précédent bateau? Ouais, il y a forcément des allures comme au près. En tout cas, nous au près, on avait du mal à dépasser les 23 nœuds. Là, c'est sûr que on atteint des vitesses comme la concurrence. Et en tout cas, pour nous, sportivement, ça change vraiment tout. En tout cas, notre manière de naviguer, nos approches sur les courses. J'ai envie de dire que c'est presque de la régate, presque comme en Figaro. C'est vrai qu'on est vraiment beaucoup plus. On est tous bord à bord, la flotte est très homogène. On a fait des stages à Port-la-Forêt ou d'autres courses en début de saison où on reste vraiment tous bord à bord, visible à IS. Et donc là, il y a la performance du bateau qui joue, mais il y a aussi énormément la tactique, la stratégie. Donc ça rend vraiment le jeu plus excitant pour nous, ouais. Sans vouloir te mettre de pression, tu changes forcément de standing sportivement avec ce nouveau bateau. Est-ce que ça veut dire que tu fais partie des favoris de cette Transat Café L'Or? En tout cas, je suis persuadé que les 4 bateaux inscrits sur cette course peuvent gagner la Transat Café L'Or. Voilà, ce sera celui qui fera le moins d'erreurs tout le long de la course. On a quand même une course qui a l'air semée avec pas mal d'embûches. Va falloir garder des bateaux intacts à 100% jusqu'au dernier jour, avec 2 traversées d'équateur, donc de poteaux noirs. Donc il y a énormément de choses qui peuvent se passer en dehors que la perf pure de chaque bateau. Donc, non, en tout cas, je pense qu'on a des cartes en main avec cette nouvelle machine et ça va être à nous de rendre une belle copie et de continuer à l'utiliser d'une belle manière et de se faire plaisir avec. Benjamin, comme je le disais en introduction, c'est ta première participation. Tu as navigué en Figaro, en IMOCA, en maxi trimaran avec l'équipe Spindrift notamment. Dans quel état d'esprit tu es pour cette tu le dis toi-même, hein, c'est pas très commun de disputer sa première Transat Café L'Or en ultime. Dans quel état d'esprit tu l'abordes? Eh bien, écoute, je l'aborde comme une autre course. C'est pas parce que c'est la Transat Café L'Or que je vais me mettre une pression supplémentaire. C'est la course majeure de notre calendrier cette année, donc forcément, c'est notre objectif. Pour autant, je ne me mets pas une pression particulière parce que c'est ma première participation, parce que c'est ma première course en double avec Thomas sur le bateau. On fait le travail qu'on a à faire et je suis concentré sur ma préparation et je commence petit à petit à me mettre dans la bulle. On a eu le premier bulletin de météo hier. On commence à regarder les settings, les configurations de voile pour le départ et les enchaînements. Et je suis plutôt concentré là-dessus plutôt que sur le fait que c'est ma première Café L'Or. Franck, le grand changement cette année, c'est qu'il n'y a pas de routage. Donc, Samuel Tual rappelait ce matin que c'était à la demande de l'organisation de la Transat Café L'Or. Ils vous ont demandé si à la classe ultime, vous étiez d'accord pour ne pas faire de routage extérieur cette année, ce qui sera donc le cas. Qu'est-ce que ça change? Raconte-nous un peu, toi qui as fait des transats routés. Le choix de route, c'est quand même une grosse part du résultat et de la performance finale. Donc, je trouve ça bien que ça revienne à l'équipage, ce genre de choix et de cette responsabilité. C'est sûr qu'on va passer moins de temps que ce qu'un routeur pourrait passer à terre. Donc, il va falloir être malin et c'est un dossier qui va être important en haut de la pile pour l'équipage. Mais moi, je trouve ça bien, surtout qu'on a tous les compétences pour le faire sur la flotte. Hein, on a l'habitude de venir du Figaro et au Figaro, on se doit de bien choisir sa trajectoire. Donc là, c'est la même chose. Mais évidemment, il faut aussi gérer son bateau. Il faut gérer la capacité de l'équipage à aller aussi vite que ce que le routage peut faire. Donc, toutes ces gestions-là, finalement, je trouve que l'équipage est peut-être plus à même de le faire qu'un routeur, où il y a toujours une discussion assez longue avec un routeur. Il y a souvent des échanges, des débats pour choisir la route finale. Il n'y a personne qui est téléguidé, même quand on est routé. Et là, il y aura moins de débats. Je pense qu'on est déjà deux. On va échanger beaucoup de choses et c'est important que chacun ait sa vision pour avoir la bonne réponse au schéma météo. Anto, est-ce que toi, ça a joué dans ton choix de co-skipper, hein? On rappelle que tu disputes cette Transat Café L'Or avec Julien Villon. Forcément, ça a joué, mais un peu comme tous les concurrents aussi, je pense.
Après, moi, j'ai pas pris Julien Villon que pour le côté routage et navigation. C'est aussi un excellent marin qui barre très bien le bateau, qui sait très bien régler la machine et un marin dans tous les sens du terme. Par contre, c'est sûr que euh, Julien a une forte expérience dans le routage à terre, dans des silos routage. Ça, c'est un atout, en tout cas, pour moi, je trouve. On est très complémentaires sur notre manière de, de naviguer, notre manière de router aussi. Après, on vient tous les deux du circuit aussi Figaro. Je pense qu'on a été élevés, éduqués à la même école. Donc, la philosophie, on a la même, d'une manière générale. Je pense qu'en tout cas, la classe ultime, elle a aujourd'hui les bateaux, la classe, la maturité pour commencer à arrêter les silos routage à terre, en tout cas pour les courses en double. Et ça, c'est une bonne chose. C'est sûr que la Transat Café L'Or nous a demandé si on en était capable et la réponse a été unanime. Et il n'y a même pas eu de discussion et on était capable et on en a envie surtout. Je pense que ça va redistribuer énormément les cartes de chacun. Ça va ouvrir le terrain de jeu sur l'eau. Je pense que ça va rendre la course aussi plus excitante en interne, mais aussi sur la carto pour le grand public. Donc voilà, c'est vraiment une bonne chose. Benjamin, toi, est-ce que tu penses que ça a joué dans le choix de Thomas de faire appel à toi pour cette Transat Café L'Or? Je ne sais pas si ça a joué dans son choix, il faudra lui demander. Ce qui est sûr, c'est Il le que, dit en tout cas. bah, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait appel à moi l'hiver dernier aussi pour mes compétences météo pour la détection des fenêtres sur le trophée Jules Verne. Là, c'est un petit peu dans la continuité du travail de l'hiver dernier. Je pense que, comme disait Franck, hein, sur chaque bateau, il y a toutes les compétences nécessaires pour faire ce travail de routage à bord des bateaux. On a aujourd'hui la même capacité d'analyse qu'à terre, dans le sens où on a accès aux mêmes données avec la même vitesse de téléchargement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des connexions Internet comme à la maison, et ça, c'est vraiment un game changer dans ce qu'on est capable de faire à bord ces dernières années. Après, le facteur limitant, ce sera le temps qu'on y passera, effectivement. Mais je trouve ça d'autant plus excitant pour le niveau de la course et pour nous en tant que marins. Et je pense que ça redonnera aussi une composante météo qu'on partagera aussi pour le public et dans notre communication. Je pense qu'on sera d'autant plus à même d'en parler et transparent avec le public aussi. Tu as intégré l'équipe Sodebo Beauvoile l'année dernière sur la tentative de trophée Jules Verne. Je lisais un peu les propos de Thomas à ton propos qui disait il nous a un peu bousculé et il a remis en cause certaines choses chez nous. Comment ça s'est passé ton intégration dans cette équipe et qu'est-ce qu'il veut dire par tu les as bousculés? Eh bien, cette intégration, elle s'est faite vraiment à la dernière minute. J'étais chez Gitana et on devait faire le Jules Verne chez Gitana l'hiver dernier. On a dématé malheureusement et ils ont saisi cette opportunité pour me proposer de faire le Jules Verne avec eux. Je suis arrivé justement avec cette expertise de la détection des fenêtres qu'on avait développée notamment chez Spindrift Sales of Change, sur lequel on a fait beaucoup de stand-by et beaucoup travaillé sur ces aspects-là. Et forcément, j'arrive avec un œil extérieur dans une équipe qui avait peut-être beaucoup d'habitudes et certaines manières de faire, et forcément avec un œil extérieur et des idées un petit peu neuves, bah forcément, sans vouloir révolutionner l'équipe, hein, ils ont fait, mine de rien, du super boulot ces dernières années en termes de progression. Et c'est continuer à améliorer certains points. Forcément, moi, en arrivant et en regardant de l'extérieur et en ayant vu ce qui se faisait dans différentes autres équipes, que ce soit en IMOCA, en Maxi Trimaran ou en Ultime, bah, forcément, on voit tout de suite des choses qui sautent aux yeux. Sur certains dossiers, un manque d'attention, on va dire, sur certains points, et à l'inverse, des points forts qu'on continue à travailler et à mettre en valeur. Donc, c'est sûr que ça a fait un petit peu de changement, mais je pense que c'est bénéfique et je pense que c'est toujours intéressant d'apporter du sang neuf dans une équipe parce que ça remotive l'ensemble de l'équipe, que ce soit les ingénieurs, les navigants. Ça permet parfois de remettre en cause certains pas acquis, mais en tout cas certaines choses qu'on pense être justes et sur lesquelles on travaille plus forcément. Et ça permet de rouvrir des voies d'exploration.
Franck, c'est un peu toi, la même chose avec l'équipe SVR Lazartic. Tu es arrivé l'hiver dernier au sein de cette équipe avec un co-skipper, Tom Laperche, je crois, qui est né l'année où tu as gagné ta première solitaire du Figaro. Ça te rajeunira pas. Je n'avais pas su. J'ai regardé 97. Merci de me rappeler. Raconte-nous comment ça fonctionne avec Tom et qu'est-ce que tu as découvert chez Tom. Bah, ça fonctionne bien. Je pense qu'il a la même approche, la même vision de comment on fait gagner un bateau, comment on le prépare à terre, quelles sont les innovations qu'il faut mener, quelle est la prise de risque technique qu'on doit avoir, le juste milieu, la prise de risque aussi sur l'eau qu'on doit avoir à certains moments. Cette gestion-là, je trouve qu'il est assez juste et il s'intéresse à beaucoup de choses techniquement. Il ne regarde pas que la partie maritime et ça, c'est ce qui lui donne un profil très complet qui est capable de gagner sur ces grands bateaux parce qu'il ne faut pas avoir que la vision figariste avec des monotypes et quand on saute le pas et qu'on va sur ce genre de bateau, il faut avoir une vision beaucoup plus large. Et Tom là, hein, les premières missions qu'il a eues lorsqu'il est arrivé chez Merconcept, c'est concevoir un hook de J0, d'un mur de J0. Donc il a ce bagage technique d'ingénieur qu'il utilise bien. Voilà, et puis j'ai découvert une équipe aussi. Je trouve qu'individuellement, ils sont tous très forts, très pointus dans leur domaine. Et il faut réussir à avoir des visions communes parce que c'est la richesse d'une équipe, c'est qu'il y a beaucoup de visions et il faut s'accorder sur des actions à faire. Et donc, c'est sûr que moi, j'amène d'autres points de vue avec des expériences, avec aussi des connaissances d'impasse que j'ai déjà pu vivre techniquement sur d'autres projets. Donc, ça m'a permis d'éclaircir ma vision technique. Même le fait d'avoir participé aux épreuves de la Coupe América ou au team, je pense qu'on voit des choses différentes et très pointues qu'on peut adapter à la course au large. Je pense que là-dessus, il faut qu'on travaille plus avec ce passé. Mais ils ont toutes les cartes en main avec Merconcept, avec d'autres projets autour. Cette puissance de réalisation avec le chantier assez rapide. Et ça, c'est un énorme plus de pouvoir évoluer et changer les pièces rapidement. Hein. C'est un peu de la Formule 1. La Formule 1, on peut... Il n'y a pas d'idée de génie, mais il y a beaucoup d'itérations. Plus on en fait, plus on trouve la bonne solution. Et c'est ce qu'on peut faire, évidemment, à une échelle beaucoup plus longue en course au large, mais il faut aller vers cette voie-là. Tu as découvert aussi un nouveau bateau, SVR Lazartic. Hein. Tu as été skipper et co-skipper de l'actuel bateau, actuel Ultime 4 d'Anto. C'est un bateau très différent par rapport à ce que tu as connu avec le Maxi Edmond Rothschild. Oui, la vie à bord est différente. Le fait de ne pas avoir un cockpit classique avec beaucoup de vision, c'est sûr que des fois on se demande si on est dans une cabine de cinéma ou si on est sur un bateau. Donc il faut se mettre debout, regarder dehors. Mais il n'y a pas beaucoup il y a 4 postes pour vraiment avoir l'impression d'être en bateau. On ne voit pas de sillage aussi, ça c'est assez particulier, je trouve. Donc il faut vivre avec. C'est pas forcément en termes de plaisir le top, évidemment. En termes de performance, oui, parce qu'en aérodynamisme, c'est difficile de faire mieux. Les cockpits, c'est quand même un des points très draggy et aérodynamiquement d'un bateau. Et donc là, c'est vraiment minimaliste. Et structurellement, c'est aussi assez malin et intelligent. Voilà, donc il faut apprendre à naviguer sur ce type de bateau. Et quand on regarde le speedo, ça va quand même vite tout de suite, relativement facilement. Il y a des flotteurs assez peu volumineux également, mais finalement, ça passe, je trouve, très bien. C'est sûr que Gitana avait des gros flotteurs, c'était un peu plus 4x4, même si ça allait très vite aussi, et ça va toujours très vite. Voilà, mais une autre vision sur le bateau, une autre sensation de barre, parce que c'est des barres électriques également. C'est pas des barres en direct, ça c'est aussi particulier. À la rigueur, on passe plus de temps sous pilote du coup. Mais au final, on s'habitue. Tom maîtrise très bien l'engin comme ça. Mais il faut s'y habituer. Donc, je compte bien sur Tom sur les premiers jours. À haute vitesse, il est très, très sûr. Et voilà, mais j'apprécie de plus en plus le bateau, on va dire. Parlons justement de ces premiers jours. Anto, c'est la question que tout le monde vous pose maintenant depuis hier, aujourd'hui. On vous la posera encore demain. Ça va ressembler à quoi, cette première journée de navigation dimanche dans la Manche? Ça va être quand même très musclé.
En tout cas, on va offrir un beau spectacle pour la journée de départ. Je pense 20-25 nœuds, une vingtaine de nœuds en tout cas. Et ça va être un beau spectacle pour le départ jusqu'à la bouée de dégagement. On va commencer à s'extirper auprès dans la baie de Seine et toucher au niveau du Cotentin du vent de plus en plus fort avec un démanchage toujours auprès et avec du vent qui peut atteindre même en rafale peut-être 40 nœuds, hein. En tout cas, il y avait certains fichiers ce matin qui nous donnaient l'idée des conditions assez musclées. Donc ça va faire beaucoup de manœuvres, hein, des prises de riz, des changements de voile. Mais on sait qu'on va aller dans du mieux rapidement, se rapprocher d'un centre anticyclonique qui va nous permettre de dans le golfe de Gascogne de sortir les grosses toiles et surtout reposer un petit peu le corps. Parce que je pense que là, on vient de faire 10 jours de village. On n'a pas mis les pieds en mer, sur l'eau. On n'est pas encore amarinisé. Et souvent, les premières 24 heures, surtout en vent fort et dans un peu de mer, ça laisse pas indemne le corps humain. Donc, il faudra être très vigilant sur soi, sur le co-skipper, sur le bon rythme à avoir dès le début et tout de suite rentrer dans le dur assez rapidement, quoi. Benjamin, est-ce que c'est les conditions météo qui te plaisent et est-ce que c'est des conditions météo qui peuvent être, selon toi, plus favorables à certains bateaux par rapport à d'autres, en tout cas sur le départ, hein, sur cette entrée, ce départ en Manche? Je ne sais pas si ça favorisera un bateau. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est qu'il faudra savoir se mettre très rapidement dans le rythme et aller vite tout de suite. Parce que dans le golfe de Gascogne, on va rencontrer une première dorsale qui a tendance à gonfler au fur et à mesure du temps. Donc ce sera important d'être au contact et donc de foncer le plus vite possible dans le golfe de Gascogne. Après, être allé vite en sortie de Manche, il faudra faire attention à l'état de la mer qui risque d'être important au niveau de la pointe Bretagne. Ça risque d'être un des facteurs à prendre en compte pour en sortir indemne. Mais ça, c'est sûr que ça va être musclé. Après, ça va aller très vite, hein. Lundi soir, on approche du Cap Finistère. Donc, ça va être intense. C'est sûr que les 12 premières heures, après ça, on aura probablement mal au bras. Mais comme dit Anto, dans la dorsale, il faudra prendre le temps de se reposer avant d'attaquer le prochain morceau, quoi, le prochain col. Justement, le prochain col, ça sera quoi? Ça sera ce qu'on appelle une dépression cut-off qui traînera au large du Portugal. On ne sait pas encore exactement où. C'est des trajectoires qui ne sont pas bien anticipées par les modèles météo. Donc aujourd'hui, on ne sait pas exactement où est-ce qu'elle sera et comment on l'abordera, mais ce sera le prochain morceau ensuite au large du Portugal. Ouais. Est-ce qu'au regard des progrès que vous avez enregistrés cette année avec Thomas, tu estimes que tu peux rivaliser aussi bien avec tes voisins sur cette Transat Café l'Or? Quels seront un peu selon toi, si je te dis, qui va gagner la Transat Café l'Or, tu me dis qui, toi? Écoute, Anto le disait très bien, le plateau est très homogène. C'est sûr que Sodebo, ces dernières années, ils ont beaucoup progressé. Ils étaient dans un timing où ils avaient fait un bateau pour un tour du monde qui a été retardé. Donc, ils ont été assez conservateurs initialement. Et en fait, ce retard un petit peu technologique, ils le traînent depuis la mise à l'eau de ce bateau. Et ça les oblige, ça a obligé toute l'équipe d'une manière franchement... moi, je pense assez admirable. Ils doivent non seulement combler ce retard, mais en plus continuer à progresser parce qu'en attendant, les autres équipes ont continué à progresser. Donc, c'est un double effort que doit produire l'écurie et sur lequel on continue à travailler actuellement et pour l'année prochaine, etc. Donc, c'est vrai qu'on a progressé cette année. On a eu des changements sur nos appendices, des types de foils, des safrans, une dérive. Donc, c'est des progrès. On a appris à s'en servir. On a pas mal progressé ces dernières semaines sur le dernier bloc d'entraînement. Et on a vu que sur certaines phases, aussi bien sur les 24 heures que sur le stage qu'on a fait, on savait aller vite. Alors, on n'est peut-être pas les favoris des bookmakers, c'est sûr, mais si les choses se mettent bien en place et qu'on arrive à à rejoindre un petit peu toutes les briques qu'on a commencé à construire, ça peut très bien se passer pour nous. Ouais.
Franck, on va terminer par toi parce que je sais que votre agenda est chargé aujourd'hui. L'hiver prochain, SVR Lazartic, je crois, aura des nouveaux foils. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelle va être quelle est la philosophie de ces nouveaux foils et pourquoi Je ne vais pas sortir le dessin parce qu'il y a Vas-y, j'ai explique-nous des tout. voisins qui sont trop curieux. Non, mais c'est l'objectif un peu de ces ouais. En fait, c'est combler les points faibles du bateau qu'on imaginait, qu'ils imaginaient être trop portants dans la brise et les points forts qui étaient du près. Donc, on essaye d'ajuster un peu le tir en travaillant aussi sur la stabilité des sections parce que c'est toujours un compromis entre la traînée d'une section et sa stabilité lorsque l'appendice est en train de bouger dans l'eau et il y a quand même beaucoup de mouvements qui créent des angles d'attaque qui bougent extrêmement vite. Il y a beaucoup de ventilation, de cavitation autour qui sont plus importantes que la traînée globale du foil habituellement. Donc, on travaille beaucoup sur cette stabilité. On a eu Martin Fischer qui venait avec des connaissances de la Coupe de l'América et avec les Anglais, il travaillait beaucoup sur la ventilation. C'est très problématique à la Coupe. Donc, il nous a donné quelques billes avec VPLP pour travailler sur ces sections-là. Voilà, mais rien de révolutionnaire, ça je peux vous le dire. En termes de forme, ça va être plus des détails de section qu'on aura du mal à voir de l'extérieur. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir pris du temps pour venir parler à Pause Café ce matin. On vous souhaite une très bonne transat Café L'Or à tous les trois. Merci. Et nous, on se retrouve demain pour un dernier épisode de ce Pause Café et on sera à bord de l'IMOCA, pas près Carkea. Allez, bonne journée à tous. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!